Dimanche 18 février 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT des JT. À la une de ce journal, le nouveau collège des sachants du Conseil national de l'éducation a été installé ce mardi 13 février au Palais de la Marina en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Au total, 13 sages pour veiller sur la qualité et les performances à réaliser dans le système éducatif béninois. Revivez dans ce journal les moments forts de la cérémonie d'installation. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC composeront peu importe leur cycle dans toutes les matières en cours de l'édition 2024. Une décision qui viendra corriger un certain nombre de situations auxquelles étaient confrontés les apprenants quant au choix de leur filière. Vous suivrez dans ce journal les clarifications de Ferdinand Éric Senou, secrétaire général du Sinésu N Bénin, syndicat des enseignants du secondaire unis pour l'éducation nationale au Bénin. Les forces de défense et de sécurité ont effectué cette semaine une simulation d'opération antiterroriste à Togmendaro dans la commune d'Abomey-Calavi. Dénommée Métropole 2024, l'objectif de cette manœuvre est d'aguerrir l'armée et faire face efficacement aux attaques de groupes armés dans les zones urbaines. Le théâtre d'intervention dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. On démarre tout de suite cette édition par l'une des actualités ayant marqué le début de cette semaine. Il s'agit bel et bien de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Dans une finale électrique, la Côte d'Ivoire, soutenue par son public, a trouvé la force de revenir au score et de battre le Nigeria 2-1. Les éléphants revenus de très loin sont champions d'Afrique pour la 3e fois après 1992 et 2015. Au lendemain de ce Graal, la rédaction de ESAE Télévision a recueilli les avis de quelques citoyens béninois qui se prononcent sur le sacre du pays hôte à la fin de la compétition. Suivez plutôt. La Côte d'Ivoire a présenté un football plaisant. J'ai vu des Brésiliens jouer hier, des Brésiliens ivoiriens. Les joueurs, ils ont bien joué, que ce soit du côté du Nigeria, et que ce soit aussi du côté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, d'abord, a beaucoup dépensé. Si cette coupe, s'il le paie, ça serait un peu dangereux pour la Côte d'Ivoire, vu les dépenses effectuées par le président Alassane Dramane Ouattara. Malgré des occasions, multiples occasions que nous avons eues et que nous n'en avions pas concrétisé, l'esprit s'est régénéré et au cours du second parti, nous avons pu faire l'essentiel. Sincèrement, je ne voyais pas la Côte d'Ivoire venir jusqu'à ce stade et malgré tout ce qu'ils ont connu dans la phase du groupe et se qualifier en étant troisième meilleur perdant et arriver jusqu'à remporter la coupe. C'est une bonne chose et il faut toujours croire à sa chance. Après le premier but, ce que moi j'ai remarqué,
et vu que le Nigeria vraiment n'était pas au top, a démontré quelque part qu'ils n'étaient pas au top, alors qu'ils nous ont fait croire qu'ils peuvent aller au bout. Quand on supporte le Nigeria, le moment vient où il vient vous assassiner. Assassiner comment? Il vous déçoit. Donc hier, j'ai été un peu déçu du Nigeria que j'ai vu au début. Je supportais le Nigeria. Je souhaitais que le Niger remporte ce trophée. Mais malheureusement, l'effort de la Côte d'Ivoire a payé. Et ils ont remporté, comme vous l'avez dit, leur 3e étoile, leur 3e tampon. Je leur dis félicitations. Nous devons féliciter la Côte d'Ivoire pour avoir préparé et pour avoir maintenu la coupe chez lui. Ça fait avancer l'Afrique francophone. Le nouveau coach, d'abord, je crois que c'est un Africain. C'est en train de montrer que désormais, nous pouvons avoir les coachs africains ou bien titulaires de leur pays d'origine. Là, ils doivent travailler plus que les expatriés. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que maintenant que les expatriés nous jouent quoi? Ils nous jouent, ils sont venus seulement chercher leurs sous et ils partent. Sinon, vous voyez maintenant, non? Le gars, il a bien réussi et ça a marché. J'ai dit aux gens, depuis quand ils ont franchi le quart de finale, j'ai dit c'est un coach qui est chanceux. M. Faye, il est chanceux. Que la grâce de Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il fait, car j'étais abasourdi quand j'ai vu à la télé les Équato-Guinéens battre la Côte d'Ivoire 4-0. J'étais sombré, j'avais coulé comme un bateau en pleine mer. Que le coach continue comme ça. Il a du champ, c'est-à-dire du métier. L'équipe du Nigeria n'a pas démérité, mais l'équipe a été victime de sa propre politique en voulant conserver le seul but qu'ils ont marqué et faire le jeu défensif et laisser le jeu à la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a pu utiliser les occasions qui lui sont offertes. Ils ont présenté un jeu hier qui n'est pas habituel à leur jeu. Ils ont voulu garder la défense pour aller au contre. Et ça a commencé à marcher. C'est ça qui a favorisé le premier but de Ekong. Mais à la suite, les Ivoiriens ont maintenu la pression. Au retour des vestiaires, la pression continuait à peser sur le Nigeria. Et c'est ça qui a entraîné ce qu'on a vu. C'est une CAN merveille. Ils ont appelé ça de l'autre côté Akwaba. Je répète que vraiment c'est une CAN Akwaba. Et je souhaite désormais dans nos pays africains, quand il y a de ces gens de CAN là, qu'elles soient fédérateurs. La première leçon, il ne faut jamais se décourager. Lorsque vous êtes en football, rien n'est gagné d'avance. Deuxième leçon, c'est que il y a eu quelques défauts d'arbitre, malversation au niveau de certains arbitres, notamment l'arbitre gabonais qui a sifflé le match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je pense que ça passe de commentaires, de plusieurs commentaires aujourd'hui. À l'avenir, il faudrait que ce fait-là soit corrigé réellement pour que la VAR joue réellement son rôle. Les cas qui sont intervenus quand la Côte d'Ivoire, on ne la sentait plus, on n'était plus sûr qu'elle se qualifierait. Et les Ivoiriens ont fait du bruit, ont cassé, ont fait ce qu'ils veulent. Je pense que ce n'est pas juste. Il faut corriger ça à l'avenir. Les Guépards, ils n'ont qu'à tout faire pour être à la prochaine CAN. Sincèrement, ce gouvernement-là, avec tous ces joueurs-là, ils n'ont qu'à se battre. Ils n'ont qu'à tout faire pour être à la prochaine CAN. Nous, on ne comprend plus rien de notre foot. On ne comprend plus rien de notre foot. Si c'est l'argent qui manque, ou bien c'est le manque de leadership, on ne sait pas. Donc, nous, en tout cas, les prochains CAN, nous allons souhaiter que vraiment prier, Inch'Allah, pour qu'eux aussi, ils vont mettre la main dans la pâte. Juste après la victoire de la Côte d'Ivoire sur le Nigeria 2-1, c'était l'euphorie dans la ville de Cotonou, notamment dans les fiefs des Ivoiriens et sur les lieux de projection de la rencontre. Revivez l'ambiance qui a prévalu dans les rues de Cotonou lors de cette finale. Élément signé ESAE TV.
Les supporters ivoiriens sont euphoriques au coup de sifflet final. La Côte d'Ivoire fait tomber le Nigeria, un parcours atypique qui amène au sacre. Il y a des palais. Il y a le Nigeria a gagné, la Côte d'Ivoire dégagée. Mais pour faire là, il ne peut jamais partir à ça. Ils ont la chance. On les a frappés, on les a chicotés, on les a mis. Désormais, il faut respecter le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. 18 ans après, la Côte d'Ivoire est le seul pays à avoir organisé une Coupe d'Afrique des Nations et en même temps remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas permis à n'importe qui. Les ressortissants ivoiriens du Bénin, dans la joie, manifestent leur gratitude à toute la CEDEAO. L'adversaire était de taille. Le Nigeria, c'est une grande nation du foot. Ils ont joué ballon. Mais à la fin, on est champion. C'est tout ce que je peux dire. Mais à la fin, remercier le Bénin. Le Bénin est pays hospitalier. Le Bénin qui fête la victoire de la Côte d'Ivoire. On fait partie de la CEDEAO. Bénin, Côte d'Ivoire, Nigeria, on est même chose. Dans la coupe là, j'ai dit à l'Afrique de l'Ouest. À Abidjan comme dans plusieurs capitales, les supporters ivoiriens continuent de célébrer cette 3e étoile. Je l'annonce au sommaire de cette édition, ils sont au total 13 sages pour veiller sur la qualité et les performances à réaliser dans le système éducatif béninois. Le nouveau collège des sages du Conseil national de l'éducation a été installé ce mardi 13 février 2024 au Palais de la Marina en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Les temps forts de la cérémonie avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Nous prenons très bien les défis. Nous comprenons très bien les enjeux. Nous ne vous décevons pas. L'avenir et la qualité de l'éducation préoccupent le chef de l'État et donc il en a fait son cheval de bataille en confiant le destin de cet idéal à une équipe bien avertie des questions du système éducatif au Bénin. Le profil de ces hommes et femmes qui siègent désormais au sein du collège du Conseil national de l'éducation en dit long sur leur connaissance de l'orientation qu'il convient de donner à la future plateforme des savoirs en République du Bénin. Et pour le chef de l'État, sur qui repose la finalité des choses, l'enjeu est de taille et il faut davantage oser pour soulever les montagnes. En effet, je dois faire observer qu'en dépit des avancées réalisées, nous devons encore accentuer nos efforts pour progresser plus vite dans l'œuvre de construction d'un système éducatif performant et surtout pertinent. C'est cette logique qui a conduit le gouvernement à faire procéder à une évaluation afin d'améliorer le dispositif organisationnel du CNE, ce qui a conduit à la création donc du collège dont vous êtes membres, mesdames et messieurs. Et c'est pourquoi je voudrais vous féliciter, vous qui avez passé les mailles de la sélection rigoureuse pour en être membre. Mesdames et messieurs, félicitations. J'attends donc de vous, nous attendons de vous une mise en œuvre diligente des actions prévues au plan stratégique du CNE pour en faire définitivement l'organe par excellence de régulation, d'anticipation, de réflexion prospective et d'impulsion des transformations qualitatives de notre système éducatif. Et que sous votre mandature, le CNE passera un nouveau palier en termes de performance, tant pour lui-même que pour le système éducatif national dans son ensemble. La nouvelle mandature du Conseil national de l'éducation est quelque peu toilettée, mais la nouvelle configuration qui laisse transparaître le collège en question comporte certains anciens membres dont l'expérience, la probité et la vision des choses constituent un plus dans l'atteinte des objectifs fixés. Noël Baguidi, qui succède à lui-même à la tête du CNE, évalue bien la taille de la mission à accomplir face aux nouvelles exigences du président Patrice Talon. Monsieur le Président de la République, vous avez affirmé l'ambition d'offrir à chaque enfant béninois une éducation équitable, inclusive et de qualité, conforme aux standards internationaux. Vous l'avez encore répété ce matin. Cette ambition est noble et légitime. Nous partageons votre ambition et votre détermination et nous sommes prêts
à vous accompagner dans cette aventure humaine. C'est une occasion pour nous d'apporter davantage quelque chose de bien à notre pays, pour en être davantage fiers. C'est pourquoi, chers collègues, en votre nom et à mon nom personnel, et pour notre compte à tous, j'accepte l'exaltante, délicate, mais noble mission qui nous est confiée. Et nous nous engageons à exercer nos fonctions de membres du collège du CNE avec honneur, clairvoyance et dévouement. Le chef de l'État ne cache pas ses ambitions. Il souhaite que le renouveau du CNE amorcé depuis plus de 4 ans permette définitivement à notre système éducatif de changer le Bénin. Patrice Talon dit en avoir la conviction et s'engage à être aux côtés des membres chaque fois que le besoin sera exprimé. Le secrétaire exécutif de la municipalité de Cotonou et sa délégation ont poursuivi ce mardi 13 février 2024 leur tournée de visite des chantiers en cours ouverts par la mairie. Au total, 6 sites ont été visités. Le reportage est signé ESAE TV. Dans la dynamique d'œuvrer pour l'aménagement complet de la municipalité de Cotonou, le secrétaire exécutif Ange Paterne Amoussouga poursuit sa tournée de visite des chantiers en cours couverts par la municipalité. Cette fois, de l'EPP Yemikodi, passant par l'EPP Tanto, l'école maternelle d'Ayelawadje, le Carrefour Sojema, le Carrefour BIBE et enfin le pôle numérique pour la jeunesse, le secrétaire exécutif et sa délégation on peut constater l'évolution des différents travaux. C'était pas la joie sur les constats faits. On est un peu déçus des observations, de tout ce qu'on a observé sur le terrain. On est déçus. Mais on ne va pas baisser les bras. On va persévérer. Il y aura sûrement des décisions qui seront prises par rapport à tout ce qu'on a observé là. Donc par rapport à certains prestataires, à certains de nos prestataires, contrairement à la dernière visite, ce que j'ai observé ne m'a pas vraiment plu. Et cela me montre la détermination donc d'aller de l'avant dans cette démarche, de ne pas baisser les bras et de persévérer, d'accord, pour la bonne marche des choses à la mairie de Cotonou. Cette initiative de la mairie de Cotonou entre dans un cadre bien défini. Ça a permis de constater que les visites que nous faisons poussent les entreprises à mettre de pression pour que les entreprises puissent respecter leurs cahiers de charges et puis aussi respecter le délai. Et donc nous allons maintenir ces visites. Il y a les visites inopinées qui se font, il y a les visites périodiques, les réunions de chantier hebdomadaires, mensuelles qui se font, mais également les visites inopinées. Donc ces visites nous ont permis de constater qu'il y a un certain nombre de chantiers qui sont abandonnés. Et donc nous avons fait le rapport au secrétaire exécutif qui a instruit la personne responsable des marchés privés au fin de les saisir pour qu'on les invite afin de faire des séances pour voir quelles sont les difficultés qui ont engendré ces abandons, chercher les solutions pour pouvoir faire avancer les chantiers. Le secrétaire exécutif et sa délégation effectuent cette descente pour l'évolution des travaux. Rendez-vous est donc pris le mardi prochain pour d'autres visites. Le Bénin a célébré ce 13 février la journée mondiale de la radio. La radio ne mourra jamais, se sont convaincus les spécialistes et experts de ce média. La menace du développement des web radios ne peut faire disparaître totalement la radio conventionnelle, ont laissé entendre les experts. À cette occasion, un regard croisé des praticiens de la radio en ligne et ceux de la radio traditionnelle a été faite. Voici la substance que nous présente la rédaction de Canal 3 Bénin. La radio, telle que connue dans sa forme traditionnelle, a beaucoup évolué aujourd'hui. Les web radios naissent de plus en plus. Elles émettent exclusivement via Internet, contrairement à la radio conventionnelle. Au Bénin, l'une des radios en ligne les plus suivies est Crystal News. En streaming, elle compte en moyenne 7000 écoutes uniques et plus de 5000 vues sur le site web par jour. Et Dieu seul sait que les gens sont très nombreux à ne pas nous suivre au moment où nous faisons nos émissions, je veux dire, sur les radios classiques, alors qu'ils aiment bien, mais pour telle ou telle raison, ils ne sont pas là. Ils sont en mesure d'aller rattraper
sur le site, donc en podcast. En même temps, les podcasts sont une forme d'archivage. Vous avez votre élément là, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est là. Et mieux, ça voyage. Cette avancée technologique des nouveaux médias n'entonne pas le requiem de la radio conventionnelle en raison de son ancrage dans le public. La radio ne mourra jamais. La radio conventionnelle ne mourra jamais. Notamment dans des pays en Afrique au sud du Sahara. La radio, c'est le compagnon fidèle du citoyen, notamment dans les milieux ruraux où les radios communautaires ont droit de citer. Et ces radios communautaires, pour la plupart, ont l'avantage d'émettre dans les langues de ces populations, dans les langues locales. Et donc, il y a une inféodation de la radio avec les besoins communicationnels des populations. La web radio brille par ses avantages, mais elle n'est pas encore accessible à tous. La radio traditionnelle garde toujours sa valeur tout en étant tenue par le challenge actuel de la présence sur Internet. Les nouveautés en matière de technologie et tout ce qu'on veut, qu'on le veuille ou non, ne sont pas à la portée du premier venu. Je ne sais pas combien de paysans ou de commerçants vous connaissez qui écoutent la radio sur leur téléphone. Maintenant, quand vous regardez la plupart des web radios ou des web TV, combien d'entre elles diffusent en streaming? En général, elles font des podcasts. Elles nous demandent d'aller à la recherche de ces podcasts et de les écouter éventuellement. Maintenant, dites-moi de quelle façon une radio web ou une web TV pourrait couvrir tout ce que la radio conventionnelle couvre en termes de programmes. Je vais même dire qu'on est complémentaire de certains médias. Les radios de l'intérieur, par exemple, ce que nous on publié, les éléments sonores qu'on publie. Vous savez, à l'intérieur, les gens n'ont pas toujours la possibilité d'avoir des éléments sonores. Donc, ils nous confessent qu'ils utilisent nos éléments. Plus d'un siècle déjà que la radio vit. Pourtant, il est impossible de prédire sa disparition. Une mort qui, assurément, ne viendra jamais. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC est en pleine réorganisation au Bénin. Les candidats à cet examen composeront, peu importe leur cycle, dans toutes les matières en cours à l'édition 2024. Le nouveau format pour l'examen du brevet d'études du premier cycle entrera en vigueur cette année. Une décision qui viendra corriger un certain nombre de situations auxquelles sont confrontés les apprenants quant au choix de leur filière, leur ouvrant ainsi les portes à plusieurs possibilités. Interrogé sur le sujet, Fernand Éric Senou, secrétaire général du Synésus Bénin, syndicat des enseignants du secondaire uni pour l'éducation nationale au Bénin, a apporté des éléments de réponse. Suivez ses propos. L'arrêté auquel vous faites allusion, c'est l'arrêté 008 par MSTFP, DC suivant, du 6 février 2024, portant réorganisation de l'examen du brevet d'études du premier cycle en République du Bénin. En effet, cet arrêté a été pris, comme son nom l'indique, pour réorganiser le BPC et selon l'arrêté, ce qui paraît nouveau, c'est l'écrit, puisque le BPC se déroule en 2 phases au moins, la phase écrite et la phase orale. À l'écrit désormais, les candidats auront à composer en langue vivante qui est obligatoire, soit l'anglais, soit l'espagnol. Mais après l'admissibilité, les candidats admissibles seront autorisés à suivre les épreuves orales en anglais et en EPS. Tout candidat moyen, quelle que soit la manière dont l'examen est organisé, parce qu'on parle d'examen, on ne parle pas de concours. Par conséquent, tout candidat moyen va toujours s'en sortir.
ce qui est recommandé, ce qui est souhaitable de nos jours, c'est d'être admis à un examen avec la manière, c'est-à-dire avec une très forte moyenne dans notre contexte concurrentiel. Et je voudrais préciser que ces réformes, bien cet arrêté portant réorganisation de l'examen du brevet d'études du premier cycle, arrêté pris par le ministre en charge de l'enseignement secondaire général, cet arrêté était nécessaire dans le contexte d'approche par les compétences. L'urgence est de s'adapter à l'évolution du monde. Vous savez, pour être très précis, avant, au moment où nous on allait au BPC, les mathématiques par exemple étaient coefficient 5 et on composait les mardis. Mais est-ce que les gens se demandent pourquoi désormais on compose en mathématiques les mercredis, c'est devenu coefficient 3? Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie. Ça, c'est depuis 87-88 que ce changement était intervenu. Maintenant, toujours ce qui se fait, c'est pour que les candidats aient beaucoup plus, je ne trouve pas un autre mot, c'est pourquoi je l'utilise, mais ce n'est pas un mot qu'il faut prendre il faut prendre avec quelque chose là. Ce n'est pas que vous irez à l'examen, on va vous demander de calculer 1 plus 1, vous allez dire la réponse est égale à 2 pour être admis. C'est pour faciliter toujours les choses aux candidats que ces mesures, bien que les réformes interviennent en réalité. Mais comme toute réforme, comme toute innovation, comme tout changement, à première vue, l'homme est réticent. Lorsqu'il y a un changement, l'homme est réticent face à cela. Mais les motivations sont toujours justifiées par le législateur. Restons toujours avec le secrétaire exécutif du Synesus Bénin qui évoque cette fois-ci l'applicabilité de cet arrêté. Il s'exprime au micro de ESAE TV. Cet arrêté a été pris à la suite d'un atelier qui s'est déroulé au lycée technique Koulibaly. Un atelier qui s'est déroulé sur 2 ou 3 jours, si j'ai bonne mémoire. Et c'est sur cette base donc, que l'arrêté a été pris. Et cet atelier avait regroupé tous les acteurs du système, du corps de contrôle, jusqu'aux enseignants, jusqu'aux chefs d'établissement, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les responsables d'organisations syndicales. Voilà. Les services techniques et compétents envoient toujours, dans ce cas, des correspondances pour fixer les modalités d'inscription et comment est-ce que les candidats vont remplir les fiches de renseignement. Donc, le problème ne se pose pas. Les candidats et leurs parents seront suffisamment informés sur les réformes et lors des étapes de candidature, donc les candidats sous la direction donc, des services compétents au niveau local, c'est-à-dire dans les CEG et lycées. Donc, ces candidats seront bien instruits pour remplir les fiches de renseignement comme il faut, afin qu'il n'y ait pas de quiproquo pour retenir la liste des candidats à l'examen du BPC 2024. Je voudrais, ma voix n'est pas la plus autorisée cette matin, je voudrais profiter de votre micro pour exhorter les candidats à ne pas prendre cette réforme forcément comme une innovation pour se faire bien comme un effort supplémentaire qu'ils vont fournir. En réalité, c'est de mettre par l'écrit les informations qu'on cherche, c'est-à-dire au cours de l'évaluation. En évaluant un candidat, on cherche des informations. Donc vous mettez par écrit ce que vous connaissez. Et les candidats admissibles seront autorisés à subir les épreuves orales en anglais et puis en EPS, comme à l'accoutumée. Les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mercredi 14 février 2024 la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidée par le chef de l'État Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises. Pour plus de précision, je vous invite à suivre le point de la séance faite par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbechi. Au chapitre des mesures normatives, le décret portant modification de celui relatif à la création, aux attributions et à la composition du comité de préfiguration du Musée international du Vaudou a été adopté. S'agissant des communications, en point 1, agrément au Code des investissements. 6 sociétés sont concernées par ces mesures incitatives du Code des investissements. Il s'agit, pour le régime des investissements spécifiques, de
Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN SA, pour le projet de déploiement de son réseau de communication sur toute l'étendue du territoire national afin de rendre disponible une connexion Internet stable et fiable. Bénin Terminal SA, pour son projet d'aménagement et d'exploitation d'un terminal spécialisé conteneur au port autonome de Cotonou. Par ailleurs, bénéficieront du régime B les sociétés ci-après. Société Profilé Aluminium, Sopal Sarl, pour l'installation et l'exploitation d'une unité de fabrication de profilés d'aluminium à Unsagudo dans la commune de Zé. Biolinx Pharma SAS, pour son projet de production de solutés et consommables médicaux dans la zone industrielle de Semekpoji. Bing Ben Industries SA, pour l'installation d'une unité de production de bois d'œuvre, ameublements et revêtements spéciaux dans la zone industrielle de Semekpoji. New Vision Group SA, pour la fabrication de sacs scolaires solaires et non solaires, de serviettes hygiéniques et de vêtements scolaires dans la commune de Lokossa. Les projets portés par ces différentes sociétés vont générer plus d'1 millier d'emplois en même temps qu'ils renforcent le tissu économique national. En point 2, mission de maîtrise d'œuvre complète dans le cadre de la mise en place des infrastructures du pôle d'excellence en ophtalmologie dans divers établissements hospitaliers. Les dites infrastructures sont prévues pour être réalisées au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, dans les centres hospitaliers universitaires départementaux de Lomé et du Borgou, ainsi qu'au centre hospitalier universitaire de la zone sanitaire de Cotonou 2 et 3. Elles participent de la modernisation du plateau technique et constituent une solution pour optimiser les ressources matérielles, financières et humaines. De même, leur réalisation va élever la qualité des services des soins offerts aux populations en facilitant notamment la référence et la contre-référence. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé pour effectuer notamment les études de conception architecturale, les études d'impact environnemental et social, ainsi que la surveillance et le contrôle des travaux. Enfin, au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin du 10 au 17 mars 2024 à New York aux États-Unis à la 68e session de la Commission de la condition de la femme. Cette édition se poursuit chez les chrétiens catholiques. Le temps de carême qui a commencé ce mercredi 14 février 2024 et se terminera le samedi 30 mars prochain est un temps de conversion au cours duquel le jeûne, la prière, le partage nous aident à nous ouvrir aux autres. Qu'est-ce que le carême chrétien? Quelle est son origine et sa signification religieuse? Élément de réponse avec le directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, Anissé Yanvi. Des propos recueillis par ESAV TV. Le carême est un cheminement spirituel de 40 jours pour les chrétiens catholiques et il s'étend du mercredi des cendres au samedi saint. Et donc, c'est un temps de grâce particulière pour les chrétiens du monde entier, un temps favorable pour un retour sincère à Dieu à travers la conversion du cœur, le changement de vie. Et c'est un moment privilégié pour le chrétien également de faire le check-in de sa vie pour voir les dimensions à réajuster pour une vie qui plaise à Dieu. Donc, tout cela se passe à travers surtout la prière, le jeûne et la pénitence. Et le mercredi des cendres est justement ce jour-là qui marque le début du temps de carême. C'est le jour où, lors de la célébration, le prêtre impose les cendres. Et les cendres symbolisent en effet la poussière, notre fragilité humaine.
Et à travers les paroles que le prêtre prononce à cette occasion, tout est dit. Il dit, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Et où il dit encore une autre parole, convertissez-vous et croyez à l'évangile. À travers l'une ou l'autre version des paroles prononcées, nous voyons clairement ce que signifie donc ce temps que nous amorçons. C'est un temps vraiment de pénitence, un temps de repentance, un temps pour revenir à Dieu d'un cœur sincère, d'un cœur meurtri, reconnaître que l'on est pécheur, abandonner les mauvaises habitudes pour justement embrasser le bon chemin que le Seigneur nous a tracé. L'imposition des cendres, c'est pour tous ceux qui veulent, tous les chrétiens qui veulent justement poser cet acte de foi pour commencer justement cette marche de 40 jours vers Pâques. Donc, il n'y a rien de particulier. Tout le monde peut venir vraiment prendre les cendres. Je précise que ce n'est pas un sacrement. Les cendres ne constituent pas un sacrement. Et ce n'est pas non plus de l'ordre des sacramentaux. C'est-à-dire, ce n'est pas comme l'eau bénite ou bien le sel béni, etc. Mais la cendre, c'est justement un signe important qui nous rappelle ce que nous sommes et ce que nous allons devenir. Et pour cause, nous devons vivre une vie qui plaise à Dieu. Donc, les cendres, c'est surtout cela. Ça nous rappelle que nous sommes néants, nous sommes poussière, nous retournerons poussière. Et pour cela, vivre vraiment l'humilité, éviter les pièges de l'orgueil, éviter tout ce qui peut salir notre âme de façon permanente et vivre vraiment en présence de Dieu. Parlons toujours du début des carèmes chez les chrétiens. Tout commence par les impositions du cendre qui a eu lieu à travers des célébrations eucharistiques tout au long de la journée de ce mercredi. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin est allée constater la célébration de la toute première messe de cette journée à la paroisse Saint-François-Xavier de Porto Novo. On regarde. Messe de 6h30 ce mercredi 14 février à l'église Saint-François-Xavier de Porto Novo. Fidèles catholiques, ils sont venus nombreux pour l'imposition des cendres, un rituel qui marque dans l'église catholique le début du carême, 40 jours de jeûne pour s'offrir en holocauste à Dieu. Au cours de cette messe, il y a eu imposition des cendres, qui veut dire que nous sommes poussière et nous allons retourner à la poussière. Et ce qui exprime une conversion. La conversion, c'est la première lecture nous le dit clairement. Le livre du prophète Joël. Il nous invite à revenir vers le Seigneur, à convertir notre cœur, à déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Ce temps de carême nous invite justement à cette conversion, au changement de vie, de comportement dans le quotidien. Et cela se concrétise par ce que le Seigneur nous dit à travers les 3 piliers que nous connaissons traditionnellement: l'aumône, la prière et puis le jeûne. Chrétiens catholiques, ces fidèles ont pris toute la mesure des exigences de la période de carême qu'ils viennent ainsi de démarrer par l'imposition des cendres. Quand on est chrétien, on se dit qu'on est en train de faire le jeûne. Vous avez souvent à côté de vous des gens démunis, des gens qui n'ont pas le minimum pour subvenir. Si vous en avez, ne dites pas que vous devez avoir d'abord beaucoup avant de partager. Le peu que vous avez, si vous sentez que vous avez quelqu'un à côté de vous qui est dans le besoin, vous partagez ce que vous avez avec lui. C'est ça le vrai jeûne. Le carême, c'est les 3 P. Le pardon, la prière et le partage. Intensifier les moments de prière. Le pardon. Mettre l'accent sur le pardon. Et ce n'est pas par rapport à quelqu'un que je rencontre dehors. Le pardon que je dois accorder, ça commence par la maison.
Dans le quartier, on doit sentir qu'il y a quelque chose qui a changé. Ce qui me faisait enrager doit pouvoir me faire peut-être sourire. C'est donc parti pour 40 jours de carême pendant lesquels le chrétien catholique est appelé à faire l'aumône, à jeûner et à prier pour préparer son cœur à accueillir Dieu. La Saint-Valentin est une célébration largement associée à l'amour et à la romance. Toutefois, cette année 2024, la Saint-Valentin est célébrée à la même date que le mercredi des Cendres, jour marquant le début du carême chrétien. Ces deux fêtes ne s'étaient pas partagé le calendrier depuis 1945. Si la Saint-Valentin tombe généralement pendant le carême, cela fait presque 80 ans que le mercredi des Cendres n'était pas tombé un 14 février. Les chrétiens catholiques sont ainsi encouragés à jeûner, à se repentir de leurs péchés par amour du Christ, à s'approcher de lui par la prière et à manifester concrètement la charité. Interrogé sur cette pure coïncidence, le père Anissé Yanvi, directeur de la cellule communication de la conférence épiscopale du Bénin, évoque au micro de ESAE Télévision ce que pense l'Église catholique de la Saint-Valentin et les attitudes à adopter. Que le carême commence avec le mercredi des Cendres, un 14 février, jour communément appelé jour de la Saint-Valentin. Et je pense que c'est une heureuse coïncidence. Est-ce que ce n'est pas un moment favorable pour revenir au vrai sens de l'amour? Le temps de carême déjà, c'est un temps pour revenir à Dieu de tout son cœur. Est-ce que pour les amoureux également, on ne peut pas profiter de ce temps de grâce pour revenir vraiment à l'idéal fondateur de cet amour-là qui unit un homme à sa femme? C'est tellement beau de pouvoir revenir à l'essentiel de l'amour. Et c'est une belle occasion vraiment, commencer le carême, qui est un temps de retour à Dieu, et célébrer également l'amour, célébrer la Saint-Valentin à la même date. Je pense que cette coïncidence est à mettre à profit vraiment. Et il faut que les amoureux puissent célébrer, non plus seulement à travers une célébration artificielle, manger, boire, s'offrir des cadeaux, et ça s'arrête là. Mais revenir vraiment à l'être aimé de tout son cœur et redéfinir l'idéal commun qui unit le couple pour aller plus loin. Je pense que c'est donc une heureuse coïncidence et il faut vraiment la mettre à profit pour le bien du couple, pour le bien de ces deux personnes qui se disent qu'elles s'aiment et qui cheminent ensemble pour aller vraiment beaucoup plus loin. Donc j'en profite pour souhaiter un fructueux temps de carême à tous les chrétiens, à tous les hommes et femmes de bonne volonté, et en même temps une très bonne fête de l'amour, une très bonne fête de la Saint-Valentin à tous les amoureux du monde. Toujours dans le même registre, ce mercredi 14 février a été célébrée la fête de la Saint-Valentin, une fête considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Qu'est-ce que l'amour ou quelle perception les jeunes ont de l'amour? À cette question, les étudiants à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont répondu. Des propos recueillis par ESAE TV. La fête de la Saint-Valentin ou Saint-Valentin, c'est une fête généralement dédiée aux amoureux. Religieusement, je pense que cette fête signifie juste que deux partenaires qui s'aiment profondément peuvent s'échanger des vœux ou des prières de formulation ou passer un bon moment ensemble. Étant musulman, la Saint-Valentin pour nous, ce n'est pas considéré comme une festivité comme toutes les autres festivités, comme la Noël et autres. Chez nous, la Saint-Valentin, d'abord en général, chez les musulmans, c'est haram. C'est-à-dire c'est une interdiction écrite dans le Coran. C'est un jour spécial pour pouvoir exprimer l'amour qu'on ressent à une personne, à nos parents, à nos amis, peut-être aussi à notre conjoint, si on est en couple. La Saint-Valentin, selon moi, ce n'est pas une fête
vraiment, on commémore juste un saint, on se rappelle seulement de ce que ce prêtre-là a fait, c'est tout. C'est pas où on voit les gens s'exhiber dans la ville, on s'amourage, non, c'est pas ça. C'est la fête des saints, de l'amour. C'est pas comme nous le voyons au XXIe siècle maintenant. Vraiment, c'est la fête réservée aux saints de l'amour. Non, on peut exprimer son amour à son conjoint, ses parents, tous les jours, mais la Saint-Valentin, c'est un jour spécial. Il faut, en ce jour, pouvoir montrer vraiment son amour avec des cadeaux, des gestes. L'amour, c'est tous les jours. L'amour, c'est déjà dans son entourage. Aider, si quelqu'un ne mange pas bien, tu l'aides, tu partages ta nourriture avec lui. Ça, c'est déjà aider. Quelqu'un a des problèmes financiers, tu l'aides. Ça, c'est déjà l'amour fraternel. Donc, c'est ce genre de gestes qui témoignent vraiment votre amour à quelqu'un. Ce n'est pas seulement le jour là, le 14 là, qu'il faut montrer à quelqu'un, mais à quelqu'un qu'on l'aime vraiment. Non, il ne faut pas exagérer pour que le jour de la Saint-Valentin, c'est un jour saint. Il faut faire tout avec sainteté, il faut donner des cadeaux, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas aller jusqu'à se dépraver, aller au sexe et tout ça. Donc il faut rester dans la logique. Donc il faut que les jeunes reviennent à la raison et cessent de faire des bêtises ce jour-là. Nouvelle perte dans le monde des médias au Bénin. La journaliste vedette, présentatrice et animatrice Annick Ballet a rejoint la demeure éternelle ce mercredi 14 février 2024. Touchée par sa disparition subite, quelques collègues et confrères de presse l'ayant côtoyé de son vivant ont livré leurs impressions sur ce qu'ils retiennent de l'illustre disparu. Suivez dans ce reportage signé ESAE TV. Annick a forgé mes premiers pas dans la pratique réelle du métier. Annick m'a guidée et m'a guidée jusqu'à son dernier souffle dans ce métier. Moi, je la considère comme une seconde maman. Elle est plus qu'une collègue, plus qu'une aînée, plus qu'une amie. Elle est pratiquement une maman pour moi. Je l'appelais affectueusement maman. Et comme beaucoup de jeunes de ma génération, Annick est cette année que nous aimions avoir à nos côtés. Et elle a toujours su jouer ce rôle-là. Elle a toujours su nous tenir par la main, nous tirer les oreilles quand il le faut, parce qu'il faut le dire, c'était une personne très rigoureuse, surtout en matière de travail, et encore plus rigoureuse vis-à-vis des femmes. Parce que pour elle, quand on dit féminisme, on dit droit de femme, il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre qu'on vienne vous donner la chose comme sur un plateau d'argent. Où elle n'est pas de ceux qui pensent qu'il faut faire de la discrimination positive. Tu es femme, tu dois lutter et mériter ce que tu veux. Et si tu le veux, parce que là, la volonté est primordiale chez elle aussi pour évoluer. Il faut avoir de la volonté. Elle le demande, elle l'imprime à tout bout de champ. Si tu le veux, alors si tu le veux, travaille pour l'avoir. Tout ce que j'ai pu réaliser, franchement, de façon professionnelle dans ce métier, je le dois à Annick Ballet. Femme de caractère, de principe, une personne, je peux dire souveraine, parce qu'elle exprime ce qu'elle pense. Elle n'aime pas l'injustice. Pour peu que je sache d'elle, c'est une personne de contact conviviale. Annick Ballet est ma grande sœur. Avant même de venir à l'OATB, j'avais déjà des acquaintances avec elle, puisque quand elle venait en congé après le Zaï, elle a passé souvent ses congés dans ma maison familiale avec nous, puisque sa mère et mon papa sont du même village. Donc, je retiens d'elle aujourd'hui une femme qui a de l'ardeur au travail, très rigoureuse, et son professionnalisme ne me fait aucun doute. Pour moi, elle était vraiment un modèle de l'excellence. C'est une dame qui cherchait toujours à aller plus loin, qui n'hésitait pas à franchir ses zones de confort
pour se mettre en danger et se challenger. Annick Ballet, c'est vrai que c'est une maman, c'est une mère poule, comme beaucoup de collègues le disent déjà. Annick Ballet, c'est une grande sœur, c'est une professionnelle. Les mots me manquent pour la qualifier, mais je suis venu dans la maison à un moment où elle était chef programme. Et quand vous êtes jeune journaliste à la rédaction JT, vous produisez un papier et qu'elle apprécie et qu'elle aime, elle vous le dit. Mais ce qui vous manque, elle vous le relève tout de suite. C'est une dame qui est toujours prête à donner la main, à donner un coup de pouce aux jeunes pour qu'ils puissent s'améliorer dans leur secteur. Quand bien même elle était partie du service programme, elle est devenue chargée de mission au niveau de la direction générale. Toutes les fois où on passe sur la matinale ou sur l'émission, la parenthèse qu'elle a créée d'ailleurs, quand vous avez des difficultés à l'antenne, elle le sait tout de suite. Elle vous appelle. Je sais que tu n'es pas du genre. Sûrement tu as des soucis. Quand cela arrive, voilà comment procéder pour s'en sortir. Désormais, il faut en tenir compte. C'est une femme de caractère et quand elle décide de faire quelque chose, elle tient à ça, elle réalise la chose vraiment. Donc c'est ce que je retiens de cette dame-là. Et son parcours à l'ORTB pendant que nous on était là, elle a fait valoir sa potentialité, c'est-à-dire son talent de journaliste et sa force de caractère également. Et donc vraiment, cette nouvelle, elle est triste. C'est vrai que nous avons appris qu'elle était souffrante, mais nous ne savions pas que c'était une maladie qui allait la conduire à sa dernière demeure. Depuis hier, je passe par différentes émotions que j'ai de la peine à décrire. C'est difficile, franchement, pour moi. Et c'est ça mon sentiment de continuer la route sans cette boussole-là. À un moment où l'ORTB est à un tournant très historique et très délicat de sa vie. Elle a quitté la barque, le navire. Et je pense que nous devons faire en sorte de continuer avec dignité et avec professionnalisme ce qu'elle a commencé. Toujours dans le même registre, Agapite Napoléon Maforican, directeur général de la télévision privée E-Télé, se souvient d'elle à travers ces quelques mots. Suivez plutôt. Une professionnelle de rigueur, une journaliste complète, des gens disponibles, professionnels, et un gros travailleur, si on veut englober quoi. Je l'ai connue comme reporter, productrice, reporter, présentatrice, rédacteur en chef. Je n'ai pas travaillé à l'ORTB, donc on n'a pas eu de relation professionnelle directe. Mais dans mes activités en tant que président de l'Union des journalistes de la presse privée, en tant que professionnel donc, du secteur, on a eu quand même à collaborer. J'ai eu recours à des services de l'ORTB quand elle était rédacteur en chef et ça a été assez direct. C'est sans fioriture, c'est aussi disponible que ça, avec une pointe d'humour parfois, sans bonne humeur, une bonne humeur avérée, et puis voilà quoi. Donc c'est tout. Je ne la vois pas toujours dans les polémiques, même si les gens tentent de polémiquer avec elle. Je me rappelle encore cette note on était à la HAC et je me rappelle encore cette note du gouvernement de Kérékou qui disait qu'il faut la remplacer, de laquelle on aurait des rapports privés avec un ministre. Ça nous a paru tellement bizarre parce qu'on estimait que mais ça c'est sa vie privée, on n'avait pas à se mêler de cela. Et puis après d'ailleurs, quand on l'a eu, elle a rigolé, elle a ri même en disant mais bon voilà. Donc voilà. Est-ce qu'on étale les rapports privés, donc que dans la matière qu'elle n'avait aucun contact avec ceux dont on parlait d'ailleurs. Donc voilà une histoire un peu comme ça qui montre un peu les vicissitudes parfois aussi des journalistes femmes et surtout de celles qui ont été leaders. Et elle est la plus jeune que d'autres, plus jeune que les Michel Akamadawou,
Marie-Constance Bouglélé. Mais elle a quand même fait sa profession. Elle a fait, à un moment donné, elle a dû partir pour diriger une chaîne à Bamako, au Mali. Voilà, elle est revenue. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je voudrais saluer la mémoire de cette professionnelle. Dommage que ces choses, on ne les dit qu'au départ, le caca la mort. Je pense que je profite peut-être pour demander aux amis, aux confrères, aux fêtières, peut-être, tous ceux qui ont été peut-être à des niveaux de responsabilité, qu'on voit dans quelle mesure, quand même, nous célébrer. Moi, je suis dans ça. C'est-à-dire qu'après un certain nombre d'années, on a beaucoup de doyens. On a perdu Jérôme Carlos il n'y a pas longtemps. On en perd d'autres. Voilà. Donc, pourquoi ne pas mettre en valeur ceux qui ont été à ces niveaux-là, pour qu'au moins on puisse leur dire merci. Je me rappelle aussi, quand nous avions baptisé la maison des médias, Thomas Méassan, de son vivant, le doyen Méassan était très heureux, très très heureux. Nous l'avions salué à la fin, il dit, mais vous m'avez enterré de mon vivant, vous m'avez enterré de mon vivant. Et sa famille était tellement reconnaissante. Je pense que, sans mettre trop de farce sur nous, parce que nous sommes là pour parler de l'actualité, je pense quand même que de temps en temps, ceux parmi nous qui se sont honorés, nous aimer, nous devancer, qu'on essaye quand même de leur dire ce que nous pensons d'eux. Voilà, donc, en tout cas, paix à son âme et puis salut. Au Sénégal, la Cour constitutionnelle a invalidé ce jeudi 15 février le report de l'élection présidentielle du 25 février au 15 décembre 2024. L'instance a jugé que le texte de loi adopté par le Parlement pour reporter l'élection présidentielle viole la Constitution et doit être annulé. Interrogé sur la question de ce que ce report implique, Wouldat Mama, consultante et experte en relations internationales, salue cette décision du Conseil et apporte quelques clarifications. Elle s'exprime au micro de ESAV TV. C'est une décision à saluer. Dès lors que le Conseil constitutionnel, qui a été saisi, on le rappelle, par un certain nombre de candidats à la présidentielle, s'est déclaré compétent pour statuer sur la saisine, eh bien, on pouvait s'attendre à ce qu'il dise le droit. La question était, s'il se déclare incompétent, la situation restait telle qu'elle, et puis l'incertitude politique, et puis la crise institutionnelle se perpétuait au Sénégal. Mais dès lors qu'il s'est déclaré compétent, il devait dire le droit parce que la Constitution est claire. Il est impossible de prolonger ou bien de changer la durée et le nombre de mandats du président de la République. Et donc, en réalité, la loi votée de façon houleuse par les députés de la majorité le 5 février dernier a été déclarée inconstitutionnelle parce que, dans le fond, eh bien, les textes étaient clairs. Donc, il faut dire que le Conseil constitutionnel, ici, a pris ses responsabilités vis-à-vis de l'histoire, étant donné eh bien, les troubles qui ont accueilli la décision le 3 février dernier du président Macky Sall, et puis après le vote dans les conditions que l'on a rappelées eh bien, de l'Assemblée nationale, pris ses responsabilités devant l'histoire. Et également, c'est une façon pour le Conseil constitutionnel de sauver l'honneur de toute cette séquence politique que l'on a vu se développer depuis l'accession au pouvoir de Macky Sall, parce que on sait que depuis 2 ans, mars 2021, il y a eu certaines affaires qui ont poussé les observateurs à parler d'acharnement judiciaire vis-à-vis de la personne de l'opposant radical, l'opposant numéro 1 au président Macky Sall, qui est Ousmane Sonko, aujourd'hui en prison. Mais il faut se rappeler qu'avant Ousmane Sonko, il y a eu les affaires de Khalifa Sall, les affaires de Karim Wade qui ont été emprisonnés. Et on a vu que l'ONU même, également la Cour de justice de la CEDEAO, avait critiqué l'attitude du pouvoir judiciaire au Sénégal et questionné, jeté le discrédit sur la séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, par ainsi jetant
nous permettant de nous demander si le pouvoir judiciaire n'était pas inféodé au pouvoir politique, à l'exécutif. Donc c'est une façon pour le Conseil constitutionnel de quelque part sauver l'honneur sur cette séquence qui a consterné la plupart des observateurs quand même et qui a jeté le discrédit sur la probité de cette institution et de l'ensemble des magistrats finalement qui la défendent. C'était également l'occasion pour Wouldat Mama, consultante et experte en relations internationales, d'évoquer le cadre d'application de cette décision. Suivez plutôt. Je pense que le président Macky Sall n'a pas vraiment le choix. Évidemment que cette décision devrait être respectée parce que, le droit, encore une fois, a été dit et parce que tous les regards sont tournés vers le Sénégal. Il faut également dire que le Conseil constitutionnel a pris ses responsabilités concernant le Sénégal, mais également concernant tout ce qui se déroule aujourd'hui dans la région ouest-africaine, avec les tripatouillages de constitution que l'on a pu observer ces derniers mois, ces dernières années, qui ont décrédibilisé les institutions sous-régionales, la CEDEAO, avec les conséquences que l'on a pu observer. Alors concernant une nouvelle organisation des élections, une nouvelle convocation du corps électoral, la balle aujourd'hui est pleinement dans le camp de l'exécutif, à savoir de Macky Sall, qui est le garant du bon déroulement et du respect des institutions selon la Constitution. C'est à lui aujourd'hui de convoquer à nouveau le corps électoral. Alors, dans sa décision, le Conseil constitutionnel parle de l'organisation de nouvelles élections compte tenu du délai qui a été mangé quelque part par cette incertitude autour du décret puis de la loi votée par les députés. Donc il va falloir ajuster une nouvelle date, mais le Conseil constitutionnel parle de meilleurs délais et non pas dans les plus brefs délais. Le Conseil constitutionnel parle de meilleurs délais et non pas dans les plus brefs délais. Donc il y a là, de la part, j'écoutais même le porte-parole du gouvernement sénégalais, qui voyait là une nuance, à savoir dans les plus brefs délais, c'est le plus rapidement possible. Dans les meilleurs délais, donc une espèce de pirouette, en tout cas la nature du droit est interprétative. Donc ici, ça laisse un espace au pouvoir pour dire, mais on a besoin de temps puisqu'on nous a enjoint de les organiser dans les meilleurs délais. Donc ça leur permettrait peut-être de grignoter un peu de temps, de négocier encore peut-être avec certains candidats. Donc on verra la réponse du pouvoir, mais la balle a été renvoyée dans le camp de l'exécutif par le pouvoir judiciaire, le Conseil constitutionnel, et il tient aujourd'hui à Macky Sall d'interpréter cette décision, de l'exécuter parce qu'il est tenu par les institutions. À présent, je vous invite à suivre au micro de ESAE Télévision quelques citoyens béninois qui se prononcent sur la situation actuelle au Sénégal et invitent par la même occasion le président sénégalais Macky Sall à se conformer à la décision du Conseil constitutionnel. Et cette décision du Conseil constitutionnel du Sénégal, c'est une décision salutaire. Parce que vous voyez, il y a décrispation politique au moins. Il est à la fin de son mandat. Les élections présidentielles devaient se tenir, n'est-ce pas, le 25 février prochain. Et voici, il déclare qu'il doit prolonger encore son mandat jusqu'au 15 décembre 2024 pour pouvoir faire, n'est-ce pas, une assise, un dialogue national. Mais pourquoi ne pas faire ça depuis? Il faut remercier ce Conseil constitutionnel qui vraiment veut sauver le peuple sénégalais et sauver encore le peuple africain et sauver encore particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Il est obligé de se conformer à la décision parce qu'il s'agit de la Cour constitutionnelle. Donc les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours, donc il n'a aucun droit. S'il se respecte et respecte son pays, il n'a aucun droit de ne pas respecter les décisions rendues par ce Conseil constitutionnel qui, en son temps, l'avait proclamé vainqueur et président de la République. Pour ramener la paix, il est obligé de respecter les décisions de la Cour constitutionnelle sénégalaise. L'élection va se tenir le 25 février
prochain. Ça fait le week-end prochain. S'ils vont chercher les moyens, ils n'ont qu'à essayer de tout faire pour que ça se tienne à bonne date. Parce qu'il n'a pas le choix. Et s'il veut la paix autour de lui-même, pour lui autour de lui-même, il doit accepter la décision du Conseil constitutionnel sénégalais. Bien vrai qu'il est toujours maître du jeu. Parce que son mandat finit le 2 avril. Maintenant, s'il y a un dialogue, il a fait concertation avec les autres forces politiques, surtout de l'opposition, on peut amener l'élection jusqu'à mai-juin. Mai-juin, c'est-à-dire s'il y a une concertation. Sinon, au cas contraire, il est tenu d'organiser dans le délai, c'est-à-dire avant le 2 avril. Donc la Cour constitutionnelle sénégalaise vraiment est dans son rôle et je crois qu'il a sifflé la fin. Macky Sall le veut ou pas, il va organiser les élections pour les Sénégalais et point bas et pour tous les Africains, général et ceux de l'Afrique de l'Ouest. Parce que si ça ne marche pas dans une région, ça embrasse toute l'Afrique. Les sages du Conseil constitutionnel qui se sont réunis et ont donné cette décision savent comment arranger les choses pour que les élections se passent dans le délai pour qu'il n'y ait pas un vide juridique à partir du 2 avril prochain. On poursuit cette édition. L'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau a organisé ce jeudi 15 février 2024 le débat du jeudi autour du thème « La coopération sous-régionale et les problèmes du terrorisme et d'insécurité au Bénin ». Plusieurs cadres administratifs et personnalités ont marqué de leur présence à cette conférence. Le reportage est signé ESAE TV. La coopération sous-régionale et les problèmes du terrorisme et d'insécurité au Bénin. C'est la thématique autour de laquelle l'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau, IAJPCO, a réuni 3 éminentes personnalités. L'honorable Nassirou Arifari Bako, l'honorable Célestin Oussou et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Rogatien Biaou, à travers des réflexions nourries, ont édifié l'assistance riche à ce rendez-vous de donner et de recevoir. Les panélistes n'ont pas manqué de rassurer sur l'impact du terrorisme au Bénin. Aucun centimètre carré de notre territoire n'est conquis par des groupes terroristes. Il n'y a pas un domaine qu'on peut dire ce secteur-là est coupé du territoire et occupé par les gens. C'est déjà une grande avancée. Mais nous devons travailler à une nouvelle coopération sous-régionale. La réponse à la question sécuritaire dans notre pays ne peut pas être militaire. Il faut un renforcement des relations civilo-militaires pour la gestion des questions de sécurité. Le public massivement déplacé pour l'occasion apprécie cette initiative de l'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau qui œuvre pour la démocratie et la paix au Bénin et bien au-delà. L'IAJP se veut être un lieu de réconciliation, un terrain et un espace d'échange entre frères, entre sœurs, entre citoyens désireux d'avancer ensemble pour que ce pays, jadis quartier latin, puisse continuer en vénérant ces illustres disparus, que ce quartier latin de Paulin Rotondi, de Adotévi, puisse continuer à rayonner. L'Institut de l'IAJP, aujourd'hui, s'il n'existait pas, on allait l'inventer. Parce que moi, je constate que c'est la suite de la présence des personnalités morales. Et n'oubliez pas le rôle que le clergé a joué dans l'avènement de notre démocratie, le rôle de la cohésion sociale que ce corps a joué. Et pour moi, c'est la suite. C'est un institut qui permet aujourd'hui d'objecter, de conscientiser, d'attirer l'attention sur les risques
qui vont compromettre notre vivre ensemble. Cette causerie, j'aimerais bien que tous les Béninois, notamment les décideurs, puissent en prendre compte pour pouvoir réajuster leur gouvernance. Parce que les frustrations non contrôlées sont des nids pour l'insécurité. L'Institut des artisans de justice et de pêche d'oiseaux, après cette étape, va réunir les participants dans des cercles de réflexion au mois de mars pour une contribution efficace de tous. Ce jeudi 15 février 2024 à Tokbeng-Daro, des policiers militaires surgissent partout dans les rues et se faufilent à travers la brousse et même dans les parages, des coups de feu retentissent. Des hommes armés non identifiés tiennent en otage des civils. À l'affût, les caméras de la télévision nationale, une équipe nous fait vivre ce théâtre d'intervention dans la commune d'Abomey-Calavi. Tokbeng-Daro, dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans le ciel, un hélicoptère tourne. Il vient rester statique au-dessus d'un immeuble, continue sa ronde un moment et revient sur place. En bas, des éléments des forces spéciales préparent l'assaut de l'immeuble. À l'intérieur, des hommes armés non identifiés retiennent en otage des personnes désarmées et sans défense. Les hors-la-loi de l'intérieur en premier ouvrent le feu. Les éléments des forces spéciales avancent toujours. De l'intérieur de l'immeuble s'attirent. Les éléments des forces armées béninoises escaladent les murs pour entrer. La porte de l'entrée principale est piégée. Si ça s'ouvre, ça explose. Un engin explosif est enterré à l'entrée. Les démineurs l'ont détecté. Maintenant, il faut le neutraliser. Pendant ce temps, les autres éléments des forces spéciales progressent. Maintenant, ils sont à l'intérieur, malgré les tirs ennemis. Un véritable jeu mortel de cache-cache s'engage. Échange de tirs. Les hors-la-loi tombent les uns après les autres. Ceux qui sont encore vivants sont contraints de se rendre. Les tireurs d'élite peuvent se retirer à présent. La situation est sous contrôle. Le calme est revenu dans la zone. Dans le même registre, l'opération Métropoli n'a pas qu'une dimension tactique militaire. Elle a offert aussi l'opportunité pour les forces de défense et de sécurité de mener des actions sociales. Des soins gratuits ont été également prodigués aux populations de Tokbeng-Daro ainsi que des médicaments. Reportage signé ORTB. Au cours de l'opération Métropolis, au moment où fantassins, transmetteurs, démineurs et pilotes d'hélicoptères coordonnent des activités armes au poing, infirmiers et médecins militaires offrent des soins gratuits aux populations de Tokbeng-Daro. Je suis très contente. Ils m'ont reçu, ils m'ont donné les médicaments gratuitement. Je suis très émue. Dans cet hôpital militaire de campagne, plusieurs spécialités sont installées. Dans le cadre de l'exercice, nous avons déployé de la médecine générale, ce qui est de la base. Nous avons déployé aussi également un médecin ophtalmo et un médecin ORL pour tout ce qui est oreilles et ainsi de suite. Et nous avons aussi déployé un médecin dermato. Le taux de fréquentation est monté rapidement et a explosé le dernier jour. Le premier jour, l'affluence est montée crescendo. De ce deuxième jour, l'affluence était au maximum. Nous sommes environ à 250 patients que nous avons reçus. Donc si on va faire le dispatching, près de 80 ont été reçus par l'ophtalmo sur les 2 jours, 30 par l'ORL et aussi environ une trentaine par le dermato. Le reste sont passés en médecine générale. Nous avions mis en place une pharmacie de base pour permettre aux patients de recevoir des traitements pas trop compliqués, tout au moins pour leur permettre d'entamer un traitement afin de voir éventuellement s'il faut voir d'autres spécialités. Plus de 250 consultations en 2 jours et la population de Tokbeng en redemande. Parlons à présent de l'atelier de mécanismes sur l'alerte à la fraude de l'État civil. Les assises sont organisées par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Y ont participé plusieurs acteurs judiciaires de la police républicaine et bien d'autres cadres du secteur pendant 2 jours à Dassa. Des détails dans cet élément signé Canal 3 Bénin. Une ampleur inquiétante et mérite réflexion et action. Face à la fraude ainsi que la falsification des documents d'état civil, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP prend des mesures. Des plateformes dont l'une mobile et l'autre web ont été conçues afin de sécuriser le système de gestion et d'enregistrement des faits d'état civil. L'application mobile permet justement à tous ceux qui sont
liées de près ou de loin à l'identification de la personne, comme la police républicaine, le procureur et les agents de l'ANIP, à lancer des alertes à travers l'application mobile. Donc une fois l'alerte lancée, la plateforme web permet justement aux agents de l'ANIP ainsi qu'aux procureurs de pouvoir recevoir l'alerte lancée, faire un traitement et prendre les décisions qu'il faut. L'ANIP, en mettant en place ce système d'alerte, nous invite à la chancellerie à aller encore plus vite pour que soit effectif dans notre pays une base de données sérieuse, une base de données unique, une base de données fiable pour que nous puissions avoir un œil sur nos concitoyens qui choisissent de s'écarter des règles qui régissent notre vivre en commun. Loin d'être une rencontre de plus, cet atelier est une suite logique de la mise en œuvre des réformes dans le secteur de l'état civil. Y ont été conviés des acteurs judiciaires, de la police républicaine et autres cadres. Ces derniers seront entretenus par des personnes ressources. Plusieurs communications sont prévues et vont les amener à s'approprier l'utilisation de la plateforme de lancement et de traitement des alertes à la fraude. Émérite cadre que vous êtes, personnalité de la République, nous aurons à réfléchir, à travailler dans ce sens pour mieux asseoir les éléments participatifs nécessaires au bon fonctionnement de cette plateforme. Le pari que nous prenons ensemble sera de longue haleine, étant entendu que le phénomène auquel nous nous attaquons est un fléau aussi vieux que le monde. Les faussaires ingénieux d'imagination et d'intelligence ne nous laisseront pas la tâche facile. Aussi devons-nous rêver d'une politique pénale spéciale pour la gestion de la fraude à l'état civil. Cette perspective peut faire l'objet d'une recommandation au cours de la synthèse des travaux du groupe et nous espérons pouvoir compter sur l'expertise des magistrats. Lancé à Dassa, les travaux de l'atelier sur le mécanisme d'alerte à la fraude à l'état civil sont prévus pour durer 2 jours. On poursuit ce journal par cette actualité sur le dédoublement de la route Sémé-Porto Novo et construction d'un nouveau pont en double voie 2x2 du goudron émerge déjà. Par conséquent, sur cette grande voie en chantier, sur d'autres séquences, compactage. Le compactage va montrer un signe d'une avancée que nous fait voir ce reportage signé ORTB. Ça tourne à plein régime sur le tronçon Sémé-Porto Novo. Les engins lourds de Porteo BTP, en partenariat avec la CIRAT, s'activent dans ce bas-fond redoutable situé entre le carrefour Sémé et Djegbé. C'est la concrétisation d'un projet gouvernemental qui vise à faciliter la circulation et améliorer la sécurité routière entre Cotonou et Porto Novo. Démarré en juin 2023, les travaux évoluent comme sur des roulettes. Au stade actuel, on est en train d'avancer sur le dédoublement côté gauche dans le sens Sémé-Porto Novo. Sur ce côté, il y a l'essentiel des travaux de terrassement. Donc on est en plein travaux de terrassement. Les travaux de terrassement sont actuellement à mi-chemin, c'est-à-dire au PK5. Et on a 1 km de zones marécageuses qu'on est en train de traiter. On a des zones sur lesquelles on a fini les terrassements, donc on est en PST et on a protégé par la couche de forme et la couche de GNT. Le dédoublement de la route en double voie x2 s'étend sur 10 km avec quelques commodités. Sur l'ensemble du trajet, on a 6 traversées, 6 dallos. Voilà, pour permettre un bon assainissement, un bon écoulement des eaux. Pour le moment, on a 2 qui sont ouverts, un 3e qui est en cours d'ouverture. Tous les travaux sont conformes, c'est les dossiers d'exécution. Que ce soit la qualité géométriquement ou bien à l'heure actuelle, ça marche convenablement. Une autre composante de ce projet, la construction du nouveau pont à l'entrée de Porto Novo. La réalisation du pont interviendra dès que les études seront finalisées. Il se fait que la route avance à un certain rythme. Le pont interviendra dès que tous les plans seront finalisés. Le taux d'exécution des travaux est de 8,6%.
Au terme des 35 mois de délai, la route devra comporter une liaison en 2x2 voies entre le carrefour Sémé et Porto Novo, un pont sur la lagune de Porto Novo composé de 2x2 voies équipé d'un séparateur, des pistes cyclables de part et d'autre de la route et un terre-plein central. Et puis on parle religion à présent. À l'approche du mois du Ramadan, le mois de Chaban se présente comme une période de préparation spirituelle, mais aussi physique. Quels sont les mérites de ce mois et quel caractère revêt le jeûne qui a lieu au cours de ce mois sacré? Élément de réponse avec l'islamologue et professeur de la langue arabe El Hadj Bassirou Lassissi. Des propos recueillis par Eusae TV. Nous sommes actuellement dans le mois de Chaban. Le mois de Chaban qui représente, comme les gens le disent, le mois de repos. C'est un repos pour pouvoir commencer par jeûner le mois de Ramadan, le mois béni que nous attendons avec beaucoup de patience. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous donne la grâce de jeûner ce mois avec santé et toute bénédiction. Chers fidèles en islam, le mois de Chaban, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné beaucoup de choses. C'est vrai, comme nous le savons, c'est un mois de repos. Et il y a eu beaucoup de critiques de paroles autour de ce mois. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a rapporté, qu'il jeûnait aussi ce mois de Chaban. Ça a des mérites. C'est bien vrai, nous ne devons pas nous accrocher à un mois donné pour accentuer des adorations dans ces mois et négliger l'adoration dans d'autres mois. Et si le Tout-Puissant nous a donné ces valeurs, ces grandeurs dans ce mois, ces mérites, c'est pour que nous redoublons d'efforts à chaque moment, à chaque instant. Mais le mois de Chaban, comme on nous l'a dit, tout d'abord c'est un mois de repos, comme nous l'avons dit. Le fidèle musulman doit revoir d'abord, est-ce que j'ai des dettes et que je dois rembourser avant de commencer le mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan était passé. Le mois de Ramadan passé, nous avons des gens peut-être qui sont dans des situations qui méritent de ne pas jeûner le mois de Ramadan, peut-être selon la législation, et que ces gens-là ont des dettes qu'ils doivent rembourser avant de commencer le mois de Ramadan. Ceci est très important pour qu'ils remboursent leurs dettes. C'est très important parce qu'une dette, c'est une obligation de rembourser cela. Pourquoi? Si tu ne rembourses pas tes dettes et que tu fais une action facultative, ça n'a pas de valeur. C'est pourquoi la plus bonne manière de se comporter dans ce mois de Chaban, c'est de voir d'abord est-ce que j'ai des dettes. Surtout nos sœurs, nos femmes, qui, des situations normales les ont empêchées. Peut-être quelqu'un qui est en état de menstru et qu'il avait raté des jours dans le mois de Ramadan. Peut-être quelqu'un qui, à naissance, a donné à naissance un bébé, un enfant, et qui allaitait peut-être son bébé. Tout cela ne les oblige pas, toutes ces situations ne les obligent pas à jeûner le mois de Ramadan. Mais c'est une dette qui doit être remboursée. Est-ce que ces dettes-là ont été remboursées? Ça devait être le premier pas à emprunter. Et si nous avons maintenant remboursé ces dettes, le second pas que nous devons y aller vers, c'est de voir si j'ai les moyens de jeûner ce mois pour ne pas m'empêcher de jeûner le mois de Ramadan. Vous savez, nous avons les jeûnes qui sont des jeûnes surrogatoires, qui ne sont pas obligatoires, comme ce mois de Chaban. Donc, nous pouvons jeûner comme nous le faisons avant dans la sunna de notre prophète, jeûner le lundi, jeudi, ça nous va largement. Ou bien de jeûner les 3 jours du mois comme nous avons l'habitude de le faire. Mais ce qui est tellement très important est que si nous jeûnons ce mois de Chaban et que nous allons jusqu'au 15 de ce jour, la meilleure manière de procéder, c'est de l'arrêter. Au Bénin, il est de plus en plus constaté la naissance des familles monoparentales. Ainsi, les mères célibataires se trouvent confrontées à des difficultés de la vie qu'elles se forcent de gérer à contre-cœur. Dans ce contexte, l'éducation des enfants de même mère est en jeu. À en croire quelques citoyens béninois, ce phénomène est dû à plusieurs facteurs. Suivons-les au micro de Eusae TV. La jeunesse d'aujourd'hui ne prend pas du temps de se connaître
un peu avant d'aller à l'acte sexuel, et ce qui engendre des grossesses non désirées. Et après l'accouchement, si le papa et le père de l'enfant ne dit qu'il ne reconnaît pas la paternité, ou soit il veut dire que bon, j'accepte que nous avons un enfant ensemble, mais nous ne sommes pas destinés à nous marier. Tout est à la base de l'argent. Manque de boulot. Les gens ne peuvent pas prendre l'engagement de garder une femme à la maison. Elles sont célibataires parce qu'elles ne veulent pas être sérieuses. Elles sont célibataires parce qu'elles sont cupides. Leur problème, c'est d'avoir beaucoup d'argent et faire preuve d'infidélité vis-à-vis des hommes. Dans ce cas-là, aucun homme ne peut accepter que telle femme soit avec Jacques et demain avec Paul. Donc c'est elles-mêmes qui décident d'être célibataires parce qu'elles veulent le libertinage. Elles peuvent choisir leur partenaire sexuel comme elles veulent, alors que la parole n'a pas dit ça. La parole a dit un homme, une femme. Mais le monde c'est manque de l'argent. Cela provient des parents. Parce que si ta fille a trouvé un amant qu'elle veut marier, il faut aller faire une consultation. Le phare, il faut consulter le phare pour voir si là-bas, la famille là est une famille d'accueil. La jeunesse d'aujourd'hui, de côté homme ou femme, ne veut pas trop s'engager. Si vous prenez 10 jeunes aujourd'hui, ceux qui font l'amour pour s'engager ne dépasseront pas 2 ou 3. D'autres font l'amour juste pour le plaisir. Mais quand tu veux faire l'amour juste pour le plaisir, il y a des précautions à prendre pour ne pas entraver la vie de celle avec qui tu veux entretenir une telle relation. Je demande à nos jeunes filles, à nos jeunes femmes de faire preuve de chasteté, de retenue et d'attendre le moment venu avant de s'approcher de l'homme. Il faut le mariage d'abord civil et non la dot, etc. Non. Le mariage civil. Je profite de l'occasion pour demander aux jeunes, à la génération juvénile d'aujourd'hui, de prendre un peu du temps qu'il faut pour se connaître, même si ils se connaissent et le désir d'aller au sexe s'impose, il faudrait qu'ils prennent des précautions nécessaires pour que la grossesse n'intervienne pas le plus tôt et qu'ils prennent du temps pour se connaître et savoir le projet que l'un a pour l'autre avant de s'engager. Voilà, amis internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre attention. Belle suite de programmes sur ESAE TV.